Sonia Rollin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes sur le yacht au Festival de Cannes. C'est un plaisir. Yacht ophtalmique, alors on te reçoit. Alors bien sûr, on va parler de vision. Ophtalmique a pu t'équiper avec deux types de verres. Tout d'abord un verre contre la lumière bleue et un verre aussi plutôt de repos. Alors parle-nous-en, comment tu as vécu cette adaptation? Là, je suis à l'écriture de mon long métrage, mon premier long métrage, et je passe des heures devant mon écran. Et c'est vrai que d'avoir cette protection, ça soulage quand même beaucoup l'œil et donc le cerveau. Moi, je suis beaucoup moins fatiguée. Et mes autres verres me servent plus pour la journée, quand je commence à avoir des fatigues ou quand je suis devant un grand écran, puisque finalement on n'a pas de rayons, enfin on a des rayons mais c'est beaucoup moins fort que l'ordinateur, mais j'ai toujours besoin de mes lunettes de toute façon. Comment tu le vivais avant justement sans cette protection-là? C'était quoi l'idée de... Avant les protections, j'avais toujours des migraines, j'avais mal à la tête, je ne savais pas trop pourquoi. Alors, je me disais ça doit être une fatigue cérébrale. Quand je lisais par exemple, je commençais à perdre mes mots, en fait tout se confondait. Parce que moi en plus je suis astigmate. Donc déjà il y a une correction à avoir là-dessus. Je suis hypermétrope, donc il y a une autre correction. Et donc c'est pas évident quoi. Enfin, je me perdais dans ma lecture et depuis mes lunettes, je vais beaucoup mieux. Ça c'est résolu. Depuis mes lunettes. Voilà, excellent. Oui. Voilà. Au niveau de la vision, on sait très bien que, et on va élargir le sujet, tu es engagé dans une action Maïcha Africa. Quelques mots juste rapides à ce propos-là pour qu'on puisse bien saisir et que tous ceux qui nous écoutent et nous regardent connaissent ton action. Merci déjà d'en parler. C'est un plaisir. Maïcha Africa, c'est une association que j'ai créée il y a 15 ans. On fête les 15 ans cette année, suite à un retour officiel après mon année de Miss France. Avec ma famille, on a été reçus vraiment avec un accueil incroyable au Rwanda. Mais toutefois, j'ai visité quand même plusieurs orphelinats. Alors il y avait de grands orphelinats comme ceux de l'UNICEF et tout ça. Puis il y avait aussi toutes ces familles d'enfants, chefs de famille, on les appelle les enfants chefs de famille. Ce sont des enfants qui, après le génocide, se sont regroupés. Le génocide de 94 du Rwanda, se sont regroupés en cellules familiales et sans aucun lien de sang, ont quand même reconstruit, disons, une espèce de structure familiale pour mieux affronter la vie. Une solidarité, voilà. Et du coup, moi, je les ai rencontrés durant mon voyage et j'ai été complètement bouleversée par leur récit, déjà parce que ils avaient perdu leur famille, ils étaient complètement, pour la plupart, isolés, ils ne savaient même plus où était leur maison, parce qu'ils étaient tout petits. Et le plus âgé d'entre eux prenait soin des plus petits. J'ai trouvé ces actes-là tellement courageux, tellement plus qu'humains en fait, que je me suis décidée avec ma mère, en rentrant, de créer cette association Maïcha Africa et de les aider ponctuellement, parce qu'au départ c'était une toute petite association, même si j'étais connue avec ce titre de Miss France, il fallait quand même installer déjà les projets et puis les faire connaître. Tu en es rendu à quel stade aujourd'hui? Après 15 ans, on a alors par exemple on a réhabilité 20 plus 16, 36 maisons d'enfants chefs de famille. On leur a offert un confort optimum, avec des sanitaires, avec une maison en dur qui va durer dans le temps, donc cimentée, bétonnée. Enfin, je veux dire, ça leur apporte plus qu'un confort, ça leur apporte une sécurité pour aborder leur vie professionnelle, leur vie tout court, parce qu'ils passaient leur temps à réhabiliter leur maison avec ce qu'ils pouvaient, parce que c'était des maisons qui avaient été construites à la hâte après le génocide pour vraiment leur trouver un toit, mais avec que de la tôle et de la terre battue, quoi. Et du coup, nous, on a tout revu. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les donateurs en France n'étaient pas aussi intéressés par l'idée de construire des maisons, parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop luxueux. Alors qu'il n'y a rien de luxueux à offrir une maison à quelqu'un, surtout aussi désœuvré. Mais alors du coup, on s'est décidé à construire des écoles, parce qu'il y avait aussi cette nécessité-là, et avec le surplus, à continuer à contribuer à construire des petites maisons. Vous êtes passé par là, d'accord. Voilà, on est obligé parce que le projet des écoles plaisait beaucoup plus aux donateurs. Et je l'entends très bien, hein, mais du coup, nous, on s'est promis que chaque année, on continuait à construire des maisons pour les enfants. Donc là, j'inaugure au mois de juillet une école toute entière qui a été complètement revue parce que c'était un orphelinat avant. Et là, on l'a transformée en école de quartier pour les enfants les plus pauvres du quartier, qui auront, eux, accès à cette école en premier. Ce dont tu parles ici, c'est une façon de voir la chose.
c'est une façon de voir aussi la vie de ceux qui nous entourent. Ophtalmique, on a cette signature un peu, on se dit que bien voir, c'est déjà bien vivre et savoir voir la réalité. Alors j'ai envie de poser cette question pour terminer, une question ouverte qui demande, c'est vrai, et qui fait en tout cas réfléchir. Si ceux qui nous entourent, si l'humanité pouvait avoir une paire de lunettes, qu'est-ce que cette paire de lunettes devrait corriger, d'après toi? Si l'humanité pouvait corriger à travers une paire de lunettes quelque chose… Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui? Ce qui fait défaut, c'est les frontières, mais pas que les frontières, les nôtres, les frontières morales, les frontières mentales. Façon de voir les choses aussi. Donc, voilà, c'est une façon de voir les choses et je trouve que les gens reviennent à des principes trop conservateurs, trop réac, et on devient trop individualiste dans nos sociétés et c'est ça qui nous perd petit à petit et qui perd l'humanité. Et moi, je suis pour l'ouverture des frontières mentales, avant même d'aborder les frontières qui sont des frontières réelles, les nôtres en l'occurrence, qui nous disons, on dit que les frontières protégeaient des autres. Mais au fond, qu'est-ce qu'on protège exactement? En fait, on s'enferme, on vit en autarcie, quoi. Et les frontières mentales, pour moi, les frontières morales sont les premières à faire tomber. En tout cas, ce qu'on peut dire, en tout cas. Oui, voilà. Et ce qu'on peut dire et ce qu'on espère aussi, c'est que mieux voir la vraie vie, en espérant que ça permette à la personne aussi de mieux redécouvrir l'autre, la richesse qu'il est pour nous, à la place d'être séparé de lui, mais de savoir reconnaître en lui toutes les qualités qu'il peut avoir, peut-être. Bien sûr. Je pense que c'est l'essentiel. De toute façon, déjà, pour voir les qualités des gens, il faut pouvoir déjà se connaître soi-même. Tout à fait. Et je pense que la première des choses, avant de pouvoir aller à la rencontre des autres, c'est de se rencontrer soi-même. Voilà. Sonia Rolland, un très très grand merci pour ces quelques minutes. À vous. Merci beaucoup. Merci.